Vous écoutez Les Dossiers d'Interpol, un podcast Europe 1. Assassin ou trafiquant, victime ou coupable, égarés dans le grand labyrinthe des frontières et des lois, ce sont les acteurs inattendus des Dossiers d'Interpol. Miss Osborne découpe à petits gestes son canard à l'orange. La cuisine continentale la surprendra toujours un peu, mais elle fait en quelque sorte partie du charme du voyage. Derrière sa fenêtre, la plaine du Danube défile rapidement. Non, elle ne regrette pas ce séjour qu'elle vient de faire à Vienne pendant le mois de juillet 1949. Elle voyage beaucoup dans toute l'Europe depuis la fin de cette horrible guerre. À 60 ans passés, elle s'est dit qu'il était temps de profiter de sa fortune et d'occuper ses loisirs. Maintenant, elle rentre à Londres avec des souvenirs pour une année entière. Et le voyage du retour n'est pas le moment le plus désagréable. Elle adore en particulier l'atmosphère des wagons-restaurants, ce cadre à l'ancienne, la qualité du service. Miss Osborne pose ses couverts et cherche son mouchoir dans son sac à main. Comment peut-il faire aussi chaud? Elle lève les yeux et trouve la réponse à sa question. Le ventilateur du plafond est arrêté. Miss Osborne a toujours été très pointilleuse sur la question de son confort. Elle appelle immédiatement le maître d'hôtel. « Maître d'hôtel, enfin! Cette chaleur est insupportable! Il faut mettre le ventilateur en marche !» Le maître d'hôtel, un petit homme très brun, a l'air ennuyé. Il répond dans un mauvais anglais « Je suis désolé, madame, il est en panne. On ne pourra malheureusement pas le réparer avant notre arrivée. » L'anglaise insiste « Enfin, c'est inadmissible! Je suis sûr que les autres voyageurs pensent comme moi. » Elle se tourne vers son compagnon de table qui continue à manger indifférent à leur conversation. « N'est-ce pas, monsieur ?» L'homme lève le nez de son assiette et répond brièvement « Non, pas du tout. » Du coup, Miss Osborne se tait. C'est vrai que son compagnon de table ne semble nullement incommodé par la chaleur. C'est un homme d'une quarantaine d'années. Il est vêtu d'un costume croisé, sombre, avec une cravate sombre. Sa grosse serviette posée à côté de lui indique, à l'évidence, qu'il est en voyage d'affaires. Alors, bien entendu, il se moque de son confort. L'homme s'est remis à son repas et s'est replongé dans ses pensées. Miss Osborne est franchement choquée. Même s'il ne pensait pas comme elle, il aurait dû prendre sa défense devant le maître d'hôtel. Ah, décidément, les gens du continent ne savent pas ce que c'est que la galanterie. Mais si Miss Osborne savait à quoi est en train de penser le monsieur en face d'elle, et la raison pour laquelle le ventilateur ne fonctionne pas, elle ne serait plus choquée. Elle serait horrifiée. Assassin ou trafiquant, victime ou coupable, égarés dans le grand labyrinthe des frontières et des lois, ce sont les acteurs inattendus des Dossiers d'Interpol. Peter Neumann déguste son canard à l'orange avec une lenteur calculée, surtout ne pas se presser. Il doit finir de manger le dernier pour rester seul dans le wagon-restaurant. Il commence à se calmer un peu, mais intérieurement, il bout encore, maudite anglaise. Cette vieille toupie a failli faire tout rater. Encore une chance que ce soit lui qui ait été en face d'elle. Mais c'est vrai qu'il fait chaud, c'est même intolérable, pourvu que d'autres voyageurs ne protestent pas. Il a hâte que le repas se termine. Peter Neumann jette un regard indifférent au maître d'hôtel qui passe devant eux. Maurice ne s'en est pas mal tiré tout à l'heure avec l'anglaise. Oui, Maurice Plantin, le premier maillon de la chaîne, la première pierre d'un édifice unique dans l'histoire de la grande criminalité. Quand en 1947, le gang lui a demandé de se charger de convoyer la drogue, Peter Neumann a répondu « D'accord, mais laissez-moi 1 an pour m'organiser. » 1 an, c'était juste suffisant pour mener à bien le plan incroyable qu'il avait imaginé. Contrôler plusieurs fois par an le personnel du wagon-restaurant d'un grand express européen. Pour cela, il est allé à Paris où étaient recrutés la plupart des employés de la compagnie internationale. Peter Neumann se souvient que pendant plusieurs mois,
il s'est livré à un travail décourageant de détective. Aidé de plusieurs complices, il a suivi, il a espionné des dizaines d'employés des wagons-restaurants, et il a été bien près de renoncer. Aucun d'eux ne semblait répondre aux critères qu'il souhaitait. Tous étaient mariés, bons pères de famille, ou menaient une vie rangée. C'est à la fin de 1947 qu'il a rencontré Maurice Plantin, 35 ans, célibataire. Les filatures de Peter Neumann l'ont vite conduit dans le quartier de Pigalle, où le maître d'hôtel rencontrait des prostituées, et aussi dans les cercles de jeux clandestins de la capitale. Oui, Maurice Plantin était son homme. Il allait enfin pouvoir mettre son plan en action. Un soir, il l'a abordé dans une boîte de nuit. Il savait que Plantin venait d'avoir une importante perte de jeu. Il s'est fait passer auprès de lui pour un touriste autrichien un peu naïf et passablement éméché. Le maître d'hôtel s'est laissé prendre. Il lui a raconté ses déboires au jeu. Peter a alors sorti une grosse liasse de billets, 100 000 francs, et il les lui a remis contre une petite reconnaissance de dette, à rembourser dans 1 mois, avec 10% d'intérêt. Maurice Plantin a bien entendu tout perdu au jeu, et 1 mois plus tard, à la date prévue, Peter Neumann est venu le trouver. Il n'avait plus du tout la même attitude. Ce n'était plus le touriste ne sachant trop quoi faire de son argent, c'était un homme dur, brutal. « Alors, vous avez la somme ?» Peter Neumann voit encore le maître d'hôtel se troubler, balbutier. « Non, pas encore. Laissez-moi une semaine. Je suis sûr de pouvoir me la procurer. » Mais il a été impitoyable. « Pas question. Je porte plainte. Tant pis pour vous. Vous vous débrouillerez avec le juge. » Maurice Plantin a supplié, imploré. « Je vous en prie, ne faites pas cela, je vais perdre ma place. » Alors Peter Neumann a dévoilé ses batteries. « Bon, je veux bien faire quelque chose pour vous, je consens à un délai. Mais à 2 conditions. Premièrement, vous travaillerez pour moi. Vous ferez ce que je vous dirai et quand je vous le dirai. Deuxièmement, vous allez m'indiquer ceux de vos collègues qui ont de gros besoins d'argent. Et rappelez-vous, sinon je porte plainte. » Maurice Plantin a fait tout ce qu'il voulait. Il lui a donné des noms. Otto Scholz, l'Autrichien par exemple, qui est justement en train de débarrasser son assiette et bien d'autres. Au bout d'1 an, de proche en proche, ils étaient 16 que Peter Neumann était parvenu à contrôler toujours de la même manière. Il avait réussi son plan. Il n'y avait plus qu'à attendre que les hasards des affectations réunissent uniquement des hommes à lui dans un même wagon-restaurant. Et c'est ce qui s'est produit ce 31 juillet 1949 sur l'Alberg Express venant de Vienne en direction de Bruxelles par Berne et Paris. Le maître d'hôtel et les 2 garçons font partie de ces hommes. Avant le départ, un employé du service d'entretien, lui aussi appartenant à son groupe, est venu dans le wagon et il a fait des aménagements très spéciaux. Il a creusé des cachettes partout dans les moulures, décorant les panneaux et les plafonds, à l'intérieur des tiges des lampes, dans les barres d'appui des fenêtres. Tout à l'heure, quand le dernier client sera parti, il n'aura qu'à remettre à ses hommes les petits sachets d'héroïne que contient sa serviette et ils les placeront dans les cachettes. Peter Neumann sourit, tandis que l'Anglaise quitte la table sans le saluer. Oui, vraiment du beau travail. 3 frontières franchies en toute sécurité, 5 kilos d'héroïne pure, acheminée au nez et à la barbe des douaniers. Peter Neumann réclame un cigare que le maître d'hôtel s'empresse de lui apporter. Il y a encore 4 ou 5 clients qui ne semblent pas pressés de s'en aller, pourvu qu'ils ne tardent pas trop. Décidément, l'employé du service d'entretien est un imbécile. Il se promet de lui faire une sévère remontrance la prochaine fois. Cet idiot a vraisemblablement enlevé le moteur du ventilateur pour faire une cachette. Il n'a pas pensé que le wagon allait être transformé en étuve. C'est avec des bêtises pareilles que toute la combinaison peut s'écrouler. Les derniers clients, un couple, se décident enfin à s'en aller. Maurice Plantin les raccompagne jusqu'à la porte, s'incline avec un salut professionnel et verrouille prestement le wagon. Peter Neumann, rapidement, ouvre sa serviette et en sort une 50aine de petits sachets de poudre blanche. Il donne ses instructions à ses hommes.
Vous remettrez 1 kilo à Berne, 2 à Paris, 2 à Bruxelles. Vous cacherez les sachets dans vos musettes. Les intermédiaires vous aborderont sur le quai avec le mot de passe convenu. Il sort de sa poche une liasse de billets. À Bruxelles, si tout s'est bien passé, je vous remettrai 50 000 francs à chacun. Maurice Plantin s'approche de lui. Il a un sourire un peu forcé. Et à ce moment-là, nous serons quittes, n'est-ce pas? Je peux vous rembourser, vous savez, et même avec les intérêts. Peter le regarde d'une manière étrange, inquiétante. Plus question de rembourser. Vous allez continuer. Vous savez beaucoup de choses à présent. Si vous, ou un autre, avez l'idée de nous quitter, notre organisation serait très contrariée. Et croyez-moi, il n'est pas du tout recommandé de contrarier l'organisation. Il reprend sa serviette vide et quitte le wagon-restaurant, laissant là le maître d'hôtel et les 2 garçons tout pâles. Il regagne son compartiment sans se presser. Tout marche parfaitement. Il ne pense pas qu'un de ses employés le trahira. Ils sont maintenant complices, eux aussi. Ils ont trop peur. Le système est bien au point. Il peut durer encore des années. Les dossiers d'Interpol, un podcast Europe 1. Août 1950. Cela fait 1 an exactement que le trafic de drogue mis au point par Peter Neumann fonctionne sans problème entre les différents pays d'Europe. Aucun douanier, aucune police ne peut imaginer que certains wagons-restaurants des grands express sont truffés d'héroïne. Pour cela, il aurait fallu s'assurer de la complicité de tout le personnel. Or, c'est justement ce qu'a réussi à faire Peter Neumann. Dans son bureau, le 16 août 1950, le commissaire principal de Vienne, Gregor Meister, reçoit un coup de téléphone du ministère de l'Intérieur. « Une affaire urgente pour vous, commissaire. Ce soir, une importante personnalité de l'OTAN doit se rendre à Bruxelles. Elle prendra l'Alberg Express. Or, plusieurs informations confidentielles nous laissent craindre un attentat. Avec vos hommes, vous devrez explorer tous les wagons. Mais attention, je vous demande la discrétion la plus absolue. Pour certaines raisons, ces vérifications doivent rester secrètes. » Le commissaire Gregor Meister assure son correspondant du ministère que ces instructions seront fidèlement respectées. Il prend immédiatement contact avec la gare de Vienne. « Nous devons effectuer un contrôle sur l'Alberg Express, mais il doit avoir lieu dans le plus grand secret. Pouvez-vous amener le convoi avant son départ pendant 1 heure dans un endroit discret ?» Le chef de gare assure que c'est possible. « J'insiste bien sur ce point. Personne ne doit avoir connaissance de ce contrôle, pas même le personnel. Vous prétexterez une vérification technique de dernière minute et vous écarterez tout le monde. » Le chef de gare acquiesce de nouveau. Et à 8 heures du soir, l'Alberg Express est conduit sur une voie de garage isolée. Immédiatement, le commissaire Meister et une trentaine d'hommes se mettent au travail. Ils vérifient sous les wagons si une bombe n'a pas été placée. Ils explorent les compartiments, retournent les literies des wagons-lits. Au bout d'une demi-heure, le résultat de l'investigation est toujours négatif. Et c'est alors qu'un des hommes de Gregor Meister vient le trouver. Il a l'air perplexe. « C'est curieux, commissaire. Je viens d'examiner le wagon-restaurant. Oh, je n'ai rien trouvé de ce que nous cherchons. Enfin, pas de bombe. Mais, c'est tout de même bizarre. » Le commissaire intrigué le suit dans le wagon-restaurant, et l'homme lui montre les caches dans les boiseries, dévisse devant lui les lampes et les barres d'appui des fenêtres truquées. Gregor Meister reste longtemps pensif. Ce genre de coïncidence n'est pas du tout invraisemblable. On tend ses filets et on recueille un tout autre gibier que celui qu'on cherchait. D'après la dimension des cachettes, il peut s'agir de contrebande de bijoux, d'or ou de drogue. Il pencherait plutôt pour la drogue. Le commissaire attend que ses hommes aient terminé leur perquisition. Celle-ci est d'ailleurs entièrement négative. Aucune bombe n'a été retrouvée dans l'Express. La personnalité de l'OTAN n'a aucun souci à se faire. En revanche, lui, il doit réfléchir et décider rapidement de son plan d'action. Le train part dans 1h30. Il faut que d'ici là, tout son dispositif soit mis sur pied.
Le commissaire décide de ne pas brusquer les choses. Fouiller à Vienne les voyageurs pour trouver celui qui est porteur de drogue ne lui livrerait qu'un des maillons de la chaîne. Au contraire, il doit laisser faire les choses. Il va prendre le train, lui aussi, et observer comment se déroule le trafic. Comment, en particulier, peut-on mettre la drogue dans les caches du wagon-restaurant? Est-ce que tous les employés sont dans le coup? Cela paraît bien invraisemblable, et pourtant. Et puis, il doit y avoir d'autres complices pour en prendre livraison. Oui, il faut laisser aller l'opération jusqu'à son terme, c'est la seule manière de mettre la main sur toute l'organisation. Le commissaire Gregor Meister rentre dans son bureau et se met immédiatement en rapport avec Interpol, Berne, Paris et Bruxelles, les 3 capitales où l'Express doit s'arrêter. D'Interpol, la demande du commissaire autrichien est immédiatement transmise aux polices intéressées. Dans chacune des gares, un dispositif important sera mis en place afin d'arrêter les trafiquants. Le commissaire Meister donne un coup de téléphone au ministère pour l'informer du résultat négatif de sa fouille et aussi de la découverte inattendue qu'il vient de faire, puis il part immédiatement pour la gare centrale. Quand il arrive, l'Alberg Express vient juste à quai. Non loin de lui, un homme en costume sombre, une grosse serviette noire à la main, pousse un soupir de soulagement. Cette vérification technique de dernière minute ne lui disait rien qui vaille, mais maintenant que le train est revenu, il est rassuré. Comment la police aurait-elle pu avoir des soupçons? Ces hommes ne pouvaient pas l'avoir trahi. Ils ont bien trop peur pour cela. Gregor Meister monte dans son compartiment. Il s'installe tranquillement pour ce voyage inattendu. Il cherchait des terroristes politiques et il tombe sur des trafiquants. Ah, décidément, le métier de policier est plein d'imprévus. Il déplie son journal, pour l'instant il n'a rien à faire. Tout commencera avec le wagon-restaurant. L'Alberg Express a quitté la banlieue de Vienne. Le garçon passe dans les couloirs en agitant sa sonnette. Le commissaire Meister se lève, c'est le moment. Quelques minutes plus tard, il est installé à sa table et il dévisage aussi discrètement que possible les autres voyageurs. Voyons, qui cela pourrait-il bien être? La personne qui apporte la drogue doit avoir avec elle un paquet volumineux. Le sac à main de sa voisine, non. D'après ce qu'il a constaté, les caches sont prévues pour au moins 5 kilos de marchandises. Alors, cet homme en costume sombre, 3 tables plus loin, sa serviette a l'air bien remplie. Ce doit être lui. À mesure que le temps passe, le commissaire est conforté dans ses convictions. Maintenant, la plupart des clients sont partis, mais l'homme est encore là. Il a l'air d'attendre quelque chose. Il a remarqué qu'il mangeait avec une particulière lenteur. Pas de doute. Il attend que tout le monde soit parti. Ils ne sont plus que 2 maintenant dans le wagon. Gregor Meister s'amuse à faire traîner un peu les choses. Le maître d'hôtel lui apporte l'addition alors qu'il n'avait rien demandé. Il a l'air de mauvaise humeur. Le commissaire commence à entrevoir l'incroyable vérité. Complices, ils sont tous complices. Le maître d'hôtel, les 2 garçons et l'homme à la serviette noire. Oui, il s'agit d'une combinaison de très grande envergure. S'il n'y avait pas eu cette vérification inopinée à cause d'une alerte à la bombe, personne n'aurait pu se douter de quoi que ce soit. Mais il ne faut pas donner l'éveil. Il décide de quitter la table. Le maître d'hôtel le raccompagne avec empressement, s'incline à son passage et verrouille prestement la porte derrière lui. Le commissaire Meister sait tout ce qu'il voulait savoir. Maintenant, l'opération policière n'a plus qu'à suivre son cours. À Berne, Paris, Bruxelles, les complices chargés de récupérer la drogue ont été arrêtés sans difficulté. À Bruxelles, les employés du wagon-restaurant et l'homme à la serviette ont été arrêtés à leur tour. Peter Neumann, déjà fiché pour de nombreux délits, a été rapidement identifié par Interpol. Quant à Maurice Plantin et aux 2 garçons, ils ont donné sans difficulté les noms de leurs complices qui travaillaient comme eux, sous la contrainte. Les arrestations qui ont suivi ont constitué le plus important coup de filet contre des trafiquants de drogue depuis la guerre. Peter Neumann a été condamné à 20 ans de prison.
Ces hommes de main ont bénéficié d'indulgence. Ils n'ont été condamnés qu'à des peines avec sursis. Les juges ont estimé qu'ils n'avaient pas entièrement agi de leur plein gré. Aujourd'hui, bien sûr, les trafiquants de drogue utilisent bien d'autres moyens pour passer leurs marchandises. Des moyens que nous ne connaîtrons sans doute jamais tous. Car le hasard, la chance, comme dans l'affaire Peter Neumann, ne joue pas toujours, hélas, en faveur de la police. Vous venez d'écouter Les Dossiers d'Interpol, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus.